Apple a présenté le futur de l'iPhone et a priori, vous n'y aurez pas le droit. La conférence inaugurale de la WWDC vient de se terminer, on est sur place, Nicolas Lelouch va rencontrer tous les responsables d'Apple et avoir des exclusivités et tous les petits détails qu'on oubliera dans cette vidéo. Mais avant ça, il faut qu'on vous parle de cette soirée qui était franchement un peu spéciale. Alors contrairement à son habitude, Apple n'a pas divisé cette soirée par OS, on n'a pas eu iOS, macOS, watchOS, visionOS, etc., etc. On a eu plutôt des grandes catégories d'améliorations produits, de nouveautés et de petites déceptions pour l'Europe et pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Be proud of you. La première grosse annonce, c'est que Apple s'est associé à Google et son IA Gemini pour créer le nouveau socle d'Apple Intelligence. Souvenez-vous, en 2024, Apple avait annoncé Apple Intelligence, donc sa version de l'IA générative, mais avait cru que sans modèle, ils arriveraient à faire une IA qui fonctionne. Donc on avait vu plein de fonctionnalités et aucune n'est sortie. On se retrouve en 2026 et on voit des tas de fonctionnalités qui ont été présentées en 2024 par Apple, mais qui cette fois, grâce à l'aide de Google qui a permis d'enrichir le moteur d'IA d'Apple, devraient marcher. La grande nouveauté là-dedans par rapport à ce qu'on connaît, c'est que Apple maîtrise le matériel et donc une grande partie de cette intelligence va s'exécuter en local directement sur les processeurs d'Apple. Autrement dit, ça veut dire que vous pouvez faire de l'IA sans passer par le cloud, par des serveurs, etc. Ça sera entièrement sur votre iPhone. C'est toute la différence avec les modèles de Google, d'Anthropic, d'OpenAI, etc. qui s'exécutent majoritairement dans le cloud. Alors évidemment, Apple aura des fonctions déportées sur des serveurs quand les calculs seront trop gourmands, mais c'est cet assemblage qui est le cœur des nouveaux modèles de fondation de l'IA d'Apple. Le tout, comme à son habitude, en garantissant le maximum la vie privée de ses utilisateurs. Comprenez que les données que vous donnez à l'IA d'Apple resteront sur votre appareil et ne seront pas transmises ni sur des serveurs ni à des tiers. Deuxième énorme annonce, c'est Siri AI. Alors ne l'appelez plus Siri, maintenant c'est Siri AI. Oui, on pouvait dire que Siri était la première des IA à parler, etc. Mais non, il lui fallait un nouveau nom. Siri AI, c'est une reconstruction complète de Siri. Vous vous souvenez de Siri, à date, ça fait ça. Exactement. Et demain, avec Siri AI, on pourra faire évidemment un agent conversationnel, on pourra chercher des choses sur notre iPhone simplement en lui demandant des trucs très précis, comme trouve-moi une photo à cet endroit quand je l'ai prise il y a 2 ans, etc. On pourra planifier des rendez-vous, appeler des contacts, trouver des recettes sur Internet, bref, faire tout ce que finalement un LLM sait faire aujourd'hui en 2026, avec 18 mois de retard, on va pas se mentir, mais également aller un petit peu plus loin avec de la retouche de photos, avec de la correction d'images, avec de la création d'images aussi. Bref, Siri AI et en gros ce que fait Google Gemini depuis 18 mois. Ce qui est chouette, c'est que Siri AI sera entièrement synchronisé sur tous vos appareils, donc votre Mac, votre iPhone, votre Watch, etc. Vous aurez toutes vos conversations et normalement tout pourra passer d'un appareil à l'autre. En plus de ça, il y aura quelques nouvelles personnalisations, notamment une personnalisation des voix qui a l'air assez poussée et assez bluffante, il faut le dire. Siri a une voix très naturelle et on pourrait se réjouir, mais il y a quand même 2 énormes problèmes. Le premier, les HomePod. Apple a toute une gamme de produits qui sont des enceintes connectées qui n'ont pas été mentionnés une fois dans la conférence de la WWDC dédiée à l'IA. C'est-à-dire que le Siri sur tous vos HomePod ne sera très probablement pas mis à jour avec Siri AI et restera donc parfaitement idiot. Si comme moi vous avez l'habitude de lui demander de mettre un minuteur et qu'il vous demande pour combien de temps, bah voilà, vous risquez de rester dans cette situation pendant encore de longues années. Le deuxième problème est peut-être le plus grand, c'est que tout ce que je viens de vous raconter ne sera pas disponible pour vous. Parce que, mais oui, bien sûr, Et oui, et c'est la très grande déception et peut-être la 3e annonce la plus importante de cette WWDC 2026. Apple met 2 barrières colossales sur l'accès à ces fonctionnalités IA. La première, c'est que Siri AI dont on vient de parler ne sortira qu'en anglais. Alors oui, c'est une aberration quand tous les autres LLM parlent toutes les langues, même des langues régionales. Vous pouvez demander à ChatGPT de traduire du français au breton ou des langues mortes. Vous pouvez demander à Gemini de parler en latin. Siri ne parlera que l'anglais. Je suis désolé, mais ça me scandalise. Je trouve ça complètement idiot qu'en 2026, un LLM ne soit pas adapté à plusieurs langues dès sa sortie. Je me souviens quand on a commencé à explorer ChatGPT sur Numérama, on en était à ChatGPT 3.5, c'était pas officiellement disponible en français et ça marchait en français. C'est dire à quel point Apple n'a pas compris comment fonctionnait un modèle de langage. On est très loin du standard, on est très loin des attentes et surtout ce coming later que Craig Federighi a prononcé pour les autres langages, mais on sait pas quand est-ce que c'est later. C'est-à-dire que, est-ce que c'est en 2026, fin 2026? Est-ce que c'est en 2027? Est-ce que c'est en 2028? Vous vous rendez compte comme le monde a changé en 3 ans? Et peut-être que là, on parle d'une fonctionnalité qui va sortir sur vos iPhones dans 2-3 ans? Apple, sur ce côté-là, me fait très peur. Ils sont à la ramasse et il faut qu'ils se réveillent.
Et la deuxième limitation, elle est peut-être encore pire. Parce que même si ce sera disponible en français pour nos amis canadiens ou pour des francophones qui vivent dans un autre pays, ce ne sera peut-être pas disponible où vivent majoritairement les francophones, c'est-à-dire en France, parce que Apple ne sortira pas Siri AI dans l'Union européenne. Tous les pays de l'Union européenne sont concernés par cette mesure et Apple a même proposé un communiqué de presse dès la fin de la WWDC pour raconter qu'ils ne peuvent pas sortir Siri AI dans l'Union européenne à cause du DMA, ce package de législation qui encadre les pratiques des grands groupes. C'est un bras de fer connu, oui, Apple a raison sur plein de sujets qu'on va pas évoquer ici et l'Europe s'est mis des bâtons dans les roues avec ce texte, mais c'est aussi de la mauvaise foi parce que Apple voudrait bien que les clients européens pètent un câble à un moment et aillent demander à leurs députés européens de revoir les textes. Donc on est au milieu d'un bras de fer, le résultat qui compte c'est que vous n'aurez pas les fonctionnalités dans l'Union européenne avant qu'Apple trouve un accord. Craig Federighi a conclu son allocution en disant qu'il travaillait avec l'Europe pour sortir une version de Siri AI qui serait à la fois respectueuse de la vie privée et de la confidentialité des données. Encore une fois, on ne sait pas quand ces discussions aboutiront. Et il est très probable qu'à la rentrée, en septembre, Apple annonce des nouveaux iPhones qui seront mécaniquement amputés de leur partie la plus innovante et la plus intéressante sur le sol européen. Notez en revanche que toutes les fonctionnalités d'IA qui sont dans les apps ou qui fonctionnent avec des prompts, etc. seront disponibles tout à la fois en français, Apple a annoncé le français comme étant une des langues disponibles, et dans l'Union européenne, normalement, le ban étant réservé à Siri AI. Dans ces petites applications dont on espère avoir le droit, il y a par exemple Image Playground qui était une des annonces de la soirée. Image Playground c'est quoi? En fait c'est une application que Apple a sortie et que personne n'utilise, on va pas se mentir, c'est complètement pété. Mais cette fois-ci boosté avec un algorithme et probablement un LLM qui fonctionne bien mieux. Encore une fois, grâce à l'aide de Google, on sait, ils ont sorti Nano Banana et tout le monde l'a essayé et ça marche du tonnerre. Si la moitié de cet algorithme arrive à propulser le nouvel Image Playground, alors franchement ça peut faire des trucs très sympas, surtout s'il y a de l'édition en local, et Apple a présenté plusieurs démos qui sont vraiment cool, comme le fait par exemple de pouvoir enlever des objets en arrière-plan, de retoucher des photos à la volée, etc. Comme sur Nano Banana et dans tous les LLM qui permettent de générer des images, vous pourrez aussi prompter Image Playground pour modifier vos photos. Il n'y a pas eu d'énormes surprises dans cette conférence, mais il y a eu un petit effet wow, c'était le Spatial Reframe, que vous aurez dans l'application photo de votre iPhone. Enfin, vous l'aurez pas probablement, mais bref, si vous pouviez l'avoir, si Thierry Breton vous laissait l'avoir. En fait, ce que propose Spatial Reframe, c'est hyper intéressant, c'est que vous pouvez repositionner un objet qui est dans la photo dans le cadre. Donc en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous permettre de prendre le sujet de votre photo, de faire bouger l'arrière-plan, et ensuite, avec un mélange d'IA et d'exploitation des données qu'il y a dans la photo, vous savez que Apple prend des photos spatiales, prend des photos en 3 dimensions, récupère les données de profondeur, etc. Vous aurez à la fin l'image que vous voulez. Donc en gros, vous faites bouger votre sujet dans l'image, l'arrière-plan bouge derrière, vous faites valider, et Apple va reconstituer l'arrière-plan à partir de toutes ces données. L'effet est bluffant et puis l'UI et l'UX, donc en fait la manière dont vous utilisez cette app, a l'air excellente. J'ai vraiment hâte de l'avoir sur mon iPhone parce que c'est une des fonctionnalités qui m'a fait le plus me dire vivement iOS 27. Côté iOS, mais aussi macOS, qui au passage s'appelle désormais Golden Gate, macOS Golden Gate, voilà, c'est le petit twist qu'on a à chaque conférence pour les développeurs d'Apple. On choisit un nouveau nom pour le futur macOS. On va avoir des raffinements côté Liquid Glass. Alors, Liquid Glass, c'est quoi? C'est le nouveau système de design qu'Apple a lancé avec iOS 26 et qui à la fois a fait une petite révolution parce que absolument tout le monde les copie. Apple ne sont pas des mauvais designers, bien au contraire, c'est plutôt le maître étalon de l'industrie et qui a quand même eu son lot de critiques et notamment, on n'y voit rien, parfois ça lag, les réflexions c'est mignon mais c'est pas du tout pratique quand on utilise un slider, etc., etc. Il y a eu beaucoup de critiques contre le Liquid Glass et Apple semble les avoir entendues avec iOS 27. Alors sur iOS 27, sur macOS 27, sur watchOS 27, vous aurez partout des réglages qui vous permettront d'opacifier ou de rendre très transparent l'effet Liquid Glass selon comment vous le voulez quoi. Si vous voulez plus le côté design glass, vous mettez le slider complètement à fond et vous aurez des fenêtres qui se chevauchent, vous verrez derrière votre fenêtre, etc. Si vous voulez au contraire une opacité maximale et simplement avoir un peu de blur, un peu de flou derrière, vous mettez le slider complètement à droite et vous retrouvez une lisibilité maximale. macOS a aussi une meilleure unité graphique qui vient d'iOS, donc en fait les deux systèmes sont de plus en plus inspirés l'un de l'autre. On va retrouver notamment des nouveaux arrondis qui vont mieux matcher avec les bords des écrans, on va retrouver des nouvelles couleurs, de nouveaux effets, des icônes d'applications qui vont intégrer le Liquid Glass, bref, tout ça va harmoniser les systèmes. Alors moins impressionnant visuellement mais très utile au quotidien, Apple a fait la démonstration qu'ils sont les meilleurs en termes de contrôle parental. On a eu un immense passage sur la sécurité des enfants et sur leur usage rationnel et rationné par leurs parents, et pour le coup, là je
je pense que personne, pas même des États, pas même des institutions comme l'Europe, ne peuvent donner de leçons à Apple parce que ce qu'ils ont présenté va bien au-delà de tout ce qu'on a vu ailleurs. Par exemple, un parent peut choisir d'accorder 1 heure de réseaux sociaux, 1 heure de divertissement pendant la semaine et augmenter les divertissements à 2 heures pendant le week-end. Il peut aussi choisir à qui son enfant parle, alors d'abord à ses parents, puis à ses grands-parents. Puis si un jour l'enfant veut parler à un nouvel ami qui a un nouvel iPhone, eh bien il peut choisir de autoriser uniquement cette personne à avoir des discussions. Ça fait un environnement qui est très sécurisé avec plein de fonctions qui sont désormais propulsées par l'IA et qui permettent par exemple de flouter une photo si elle détecte de la violence, si elle détecte de la pornographie, enfin bref, toutes ces choses qu'on ne veut pas voir dans les mains des enfants. Et Apple était déjà très en avance là-dessus, les parents le savent. Avec ça, je trouve qu'il y a un pas qui est encore fait et qui va dans le bon sens. Autre sujet très peu visuel mais qui a une importance fondamentale, Apple a amélioré la stabilité et l'efficacité des applications et grosso modo de tous les systèmes d'exploitation qu'ils développent. À performance égale, donc sur un même Mac, on va avoir des lancements d'applications qui seront jusqu'à 30% plus rapides, promet Apple, des synchronisations de photos entre un iPhone et un Mac jusqu'à 70% plus rapides et des transferts AirDrop qui iront jusqu'à 80% plus rapidement entre les mêmes produits. Apple a aussi admis que son index de recherche n'était pas très bon et a refondu complètement l'engine, donc le moteur à l'intérieur qui permet de faire tourner ce moteur de recherche interne au Mac. Ils ont aussi parlé d'un switch entre le Wi-Fi et les réseaux cellulaires qui serait beaucoup plus intelligent. Bref, toutes ces petites choses qu'on ne voit pas mais qui se passent à l'intérieur d'un OS et qui nous changent la vie. Alors on les oublie et puis ensuite on repasse sur un autre smartphone ou on passe sur un PC et on se dit ah ouais, finalement ça marchait bien mon Mac et ça marchait bien mon iPhone. Bon bah tout ça c'est un petit package qu'Apple a expédié en début de conférence, mais c'est aussi les fondamentaux de pourquoi vous aimez utiliser des produits Apple et c'est très bien qu'ils en parlent dans une conférence comme ça. Un autre point important, alors certes l'IA on a des petits problèmes avec le français, on a des petits problèmes avec l'Union Européenne, mais il faut savoir qu'elle sera partout dans iOS 27, mais aussi dans macOS 27, watchOS 27, etc. etc. Pour une raison simple, c'est qu'elle va infuser toutes les applications d'Apple et les applications que les développeurs créent pour les appareils Apple. Par exemple, si vous utilisez aujourd'hui l'application Raccourci, alors Raccourci c'est très bien, ça permet de faire des automatisations avec plusieurs chaînes d'événements qui créent des choses très complexes. Un raccourci par exemple, ça peut aller jusqu'à le fait de vous approcher de votre voiture et qui est connecté en Bluetooth à votre iPhone, ça va allumer votre partage de connexion et votre voiture va se connecter au Wi-Fi de votre iPhone. Génial, ça marche très bien, mais c'est très complexe à prendre en main. Demain, avec iOS 27 ou macOS 27, vous pourrez construire des raccourcis en langage naturel. Vous pourrez par exemple écrire directement dans l'application « Ok, j'ai besoin d'un raccourci qui, tous les matins à 9 h, envoie un SMS à ma mère pour lui dire que nanani nanana ». Vous écrirez ça, le raccourci va être fait. Et l'application va se charger de lancer cette automatisation tous les matins. C'est la même chose pour les mots de passe, pour les calendriers, pour les alertes email. Vous allez avoir la capacité de tout changer en langage naturel et d'interroger du coup toutes ces applications natives avec des vrais mots en vrai français et pas juste en faisant des scrolls, en allant dans des sous-menus, en cherchant l'option que vous voulez, etc., etc. Enfin, la nouveauté qui m'a le plus impressionné, c'est Apple Maps. Alors, Apple Maps a eu le droit à 15 secondes de temps d'écran. Vraiment, c'est la seule fois dans cette conférence où j'ai eu un vrai wow vocal tout seul dans ma petite pièce. J'ai demandé à Julien Lausson d'écrire un article en moins de 10 secondes tellement c'était vraiment chouette. Grâce à l'IA, Apple a réussi à transformer Flyover, c'est-à-dire la petite fonctionnalité qui vous permet de vous balader dans les villes, les grandes villes, et qui a des bâtiments en 3D avec des superbes textures, etc., etc. La différence entre l'avant et l'après est bluffante. Vraiment, on a eu des exemples de villes européennes et de villes américaines. Les buildings, les bâtiments, les gratte-ciel sont absolument magnifiques et c'est vraiment bluffant et je sais que ce sera utile parce qu'on pourra vraiment bien repérer les lieux ou alors visiter des villes qu'on n'a jamais vues. Enfin bref, c'est des choses qui sont vraiment chouettes et là du coup je trouve qu'Apple a pris les devants par rapport à Google Maps. Voilà, c'est tout pour les grosses annonces. Comme je vous l'ai dit, on est à la WWDC, on est à Cupertino. Nicolas Lelouch vous fera une vidéo dédiée notamment aux problématiques sur l'IA, l'Union Européenne, la disponibilité en français, enfin bref, tout ce qu'on a évoqué rapidement dans cette vidéo, il va revenir dessus et surtout, il va revenir avec des informations et des réponses aux questions que vous vous posez et qu'on se pose encore. Si vous voulez suivre tout ça, vous allez le retrouver sur X, vous allez lui poser des questions et il va essayer d'y répondre. Et sinon, vous retrouverez toutes les informations sur le site numerama.com. Merci de nous avoir suivis, bye!